Bonjour à tous. Aujourd'hui, la société HAProxy Technologies, en compagnie de la société SSL 24/7, vous propose un webinar sur le SSL d'une manière générale et quels sont les impacts de l'activation de ce protocole sur les applications web. Les intervenants seront donc François Marien pour la société SSL 24/7 et moi-même, Baptiste Asman, pour la société HAProxy Technologies. Bonjour à tous. Hop. Bon, ça c'est moi, rapidement. La partie introduction, on va directement aller au cœur du sujet. Ah, voilà, pardon. Donc, qu'est-ce que le SSL? Le SSL a été instauré il y a plusieurs dizaines d'années maintenant. À la base, le but était de chiffrer en fait le trafic réseau qui allait circuler entre un client et un serveur. On voit en 1999 l'IETF qui a un petit peu normalisé tout ça. Au début, c'était uniquement Netscape qui avait créé le protocole SSL et maintenant, depuis qu'il a été normalisé, il s'appelle TLS, mais par abus de langage, on continue de l'appeler SSL. Le protocole SSL au niveau du modèle OSI se retrouve au niveau de la couche 5, de la couche session. Donc en gros, il se retrouve entre la couche TCP et la couche applicative qui est la couche en général où on a les protocoles HTTP, POP et IMAP. Le SSL est représenté par la lettre S qu'on va retrouver dans les protocoles de type HTTPS, IMAPS, POPS, etc., etc. Donc l'intérêt du protocole, en fait, comme je disais en intro, tout le monde pense et tout le monde croit que l'intérêt principal du protocole SSL ou TLS est de chiffrer les données, donc en fait d'assurer la confidentialité du contenu, mais c'est pas uniquement ça. Le protocole TLS va assurer aussi l'intégrité des données, c'est-à-dire que ce que le client ou le serveur a émis est garanti à l'arrivée, sans avoir été modifié sur le chemin. Et enfin, un troisième point très important qui est l'authentification. Quand une entité se connecte à une autre, chacun peut mutuellement valider que l'autre entité est bien celle qu'il dit être. Alors dans ces slides aujourd'hui, on va voir surtout côté serveur, mais il faut savoir qu'un client peut lui aussi intégrer une clé et un certificat quand il va se connecter au serveur, et le serveur pourra valider que l'utilisateur est bien celui qu'il dit être. Un petit historique pour voir un petit peu, SSL c'est pas nouveau, on l'a vu tout à l'heure. Première version, ça date de 1994. Puis ensuite on a eu différentes versions. Les prochaines versions qui vont arriver, la TLS 1.3 est prévue pour l'année prochaine. Elle est en cours de normalisation au niveau de l'IETF. Le déroulement d'une connexion TLS. Donc nous allons, avant de commencer d'expliquer comment se déroule une petite connexion, il y a un petit glossaire. C'est des mots-clés qui vont être utilisés un petit peu tout au long de ces slides. Donc c'est bien de les avoir un petit peu à l'esprit, je ne vais pas tous les lister, mais en gros, il faut savoir que le protocole TLS, il y a un client Hello, un serveur Hello, on va négocier un on-check pendant lequel en fait le client et le serveur vont négocier des choses, et une fois que tout sera négocié, on aura en fait une clé, ce qu'on appelle une session key, et un ID qui sera associé à la clé qu'on pourra réutiliser un peu plus tard. En gros, il y a 5-6 grandes étapes quand on se connecte. Alors c'est des grandes étapes, je ne vais pas rentrer dans le détail volontairement, mais en gros le client va se connecter au serveur en lui disant ce qu'on appelle un SSL client Hello, en lui donnant les informations SSL qu'il est capable de supporter au niveau des cipher suites et tout ça. Le serveur va répondre en renvoyant le certificat SSL qu'il a configuré pour cette adresse IP et ce port-là. Le client va vérifier le certificat du serveur. Typiquement, c'est à partir de ce moment-là où le client va votre navigateur web peut remonter des erreurs du style tiens, c'est un certificat self-signed qui n'est pas forcément de confiance. C'est un certificat qui ne correspond pas au nom du site que j'essaye de surfer. C'est un certificat qui a expiré, des choses comme ça. Donc ça, c'est à ce moment-là où le navigateur va vous le remonter. Si cette étape-là se passe bien, le client et le serveur en fait vont générer ce qu'on appelle une clé asymétrique de leur côté et ensuite ils vont pouvoir démarrer le chiffrement symétrique des données. Donc on voit bien qu'on aura eu une étape de chiffrement, une étape d'authentification et voilà. On va avoir ensuite ce qu'on appelle la reprise d'une connexion TLS. En fait, on verra un peu plus tard, mais le chiffrement, enfin le calcul d'une clé asymétrique est extrêmement lourd en fait en SSL et TLS.
L'intérêt d'être capable de faire une reprise de connexion TLS, c'est en fait d'éviter de faire ce calcul de clé. C'est-à-dire qu'on va retrouver le même client Tello qu'on a vu tout à l'heure, sauf que dans ce client Tello, le client a déjà un session ID. Si le serveur possède le même session ID, ils vont être capables de faire un resume d'une connexion, donc en fait de faire une reprise d'une connexion existante. Et en fait, on va bypasser toutes les étapes qui consistent à générer la clé, puisqu'au final, la clé, le client l'a déjà, le serveur l'a déjà. Ils vont être capables de la réutiliser. Et donc, je passe la main à François pour plus d'explications sur les certificats. Bonjour à tous. Moi, ma partie va plus... alors que je reprenne la main. Excusez-moi. Alors, Baptiste, juste, je n'ai pas la main exactement sur les... Ah. Voilà. C'est moi qui ai cliqué là? Non, c'est moi. Là, c'est toi. Alors, excusez-moi, je vais essayer de revenir en arrière. Voilà. Ce que je vais vous expliquer, c'est les certificats SSL de manière générale, les différents types de certificats SSL, les options qu'on va pouvoir ajouter, comment recevoir le certificat SSL. On s'attardera un petit peu sur les chaînes de certification et les différents algorithmes qui sont utilisés dans le protocole SSL. Et je finirai sur des études de cas un peu concrètes sur des mises en place de certificats SSL sur différentes infrastructures. Le rôle du certificat SSL, je vais le faire rapidement, hein, Baptiste a déjà expliqué un petit peu, on était sur du SSL, on passe depuis 99 sur ce qu'on appelle du TLS, mais bon, par abus de langage, on utilise toujours aujourd'hui le SSL. Les trois rôles principaux, donc de chiffrer des données qui sont transférées, faire en sorte que personne ne puisse avoir accès à ces données, authentifier la personne avec qui on est en train d'échanger les données, donc sur du certificat SSL dont on va parler aujourd'hui, c'est s'assurer que le serveur qui héberge le site appartient bien à telle ou telle organisation, garantir l'intégrité du contenu, faire en sorte que les données qui sont échangées, d'une part, ne puissent pas être interceptées, mais soient également conformes à ce qui a été envoyé. Donc, tous ces trois rôles principaux, et en plus de ça, un autre rôle qui est très important, qui est de prouver l'identité de l'organisation qui contrôle le domaine. Donc un peu sur la partie authentification du serveur, là on est plus sur la société qui se trouve derrière le nom de domaine sur lequel on est. Et alors, il va y avoir plusieurs certificats SSL qui vont amener plus ou moins d'informations sur justement l'organisation qui contrôle le domaine. Il y a trois niveaux de validation qui sont possibles. Le premier niveau, on va appeler ça une validation de domaine, dans le sens où il y a uniquement le domaine qui est authentifié. C'est des certificats SSL qui permettent de chiffrer des données, d'avoir évidemment le cadenas et le HTTPS dans la barre des navigateurs. C'est des certificats qui sont émis très rapidement dans le sens où c'est automatique. L'autorité ne va pas faire d'audit particulier, elle va juste s'assurer que la personne qui demande le certificat SSL puisse justifier d'une adresse mail qui est rattachée à ce nom de domaine. Si on souhaite sécuriser ssl247.fr, on doit justifier d'un email du type admin@ssl247.fr. On va recevoir un email. Dès qu'on aura approuvé l'email, le certificat SSL sera émis. Donc c'est des certificats qui sont utilisés pour des projets de thèse, de développement ou des usages purement internes où il n'y a pas besoin d'authentification. Pour avoir ce niveau d'authentification, on va passer sur ce qu'on appelle une validation d'organisation, où là l'autorité va vérifier que la société qui demande le certificat SSL existe bien, qu'elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés, qu'elle est propriétaire du nom de domaine qu'elle souhaite sécuriser, on va regarder ça dans les données WIS, et vérifier qu'une personne au sein de cette société est bien à l'origine de la demande de certificat SSL. Donc là, on parle vraiment d'une certification SSL. L'autorité de certification va faire tout cet audit. Du coup, les délais sont un peu plus longs, évidemment. On est sur 24-48 heures pour recevoir ce certificat. Du coup, l'usage de ces certificats, il est à réserver à des projets professionnels, par exemple la sécurisation
de serveurs mail, d'accès à par exemple des commerçants qui ne seraient pas sur site de la société mais qui pourraient y avoir accès via des portails. Dès qu'on a des usages un peu professionnels, on prend ce type de certificat SSL. Et enfin, le dernier niveau d'authentification qui s'appelle la validation étendue, les certificats IVI, où on a, en plus d'avoir la validation de l'organisation, on a un élément visuel assez fort, assez impactant, la barre du navigateur qui va se colorer en vert et afficher clairement le propriétaire du nom de domaine, la société qui est derrière, dans le navigateur. C'est des certificats SSL que vous retrouvez de plus en plus sur les sites e-commerce, vos sites de banque, d'assurance, ce genre de choses. Dès que vous parlez avec du grand public, vous voulez donner confiance et rassurer un peu les utilisateurs, vous prenez ce type de certificat SSL qui permettent d'afficher voilà, concrètement qui se trouve derrière le site, à qui on est en train de parler. Voilà les 3 niveaux de validation. Ensuite, on va pouvoir ajouter des options sur ces certificats SSL, sur certains de ces certificats en tout cas. Des options qui sont premièrement le wildcard. Wildcard, c'est un type de certificat SSL qui vous permet de sécuriser un nombre illimité de sous-domaines. Vous allez sécuriser étoile.ssl247.fr et tout ce qui prend la place de étoile sera pris en compte par le certificat SSL. Vous pouvez sécuriser intranet, extranet, mail.ssl247.fr, shop.ssl247.fr, ce genre de choses. L'avantage évidemment que c'est assez facile à gérer, vous avez besoin d'un seul certificat SSL et si vous n'avez que des projets qui sont du type quelque chose.domaine.fr, c'est pris en compte par le certificat SSL. Du coup c'est très flexible et ça peut vous revenir moins cher que d'acheter un certificat pour chacun de vos projets. Par contre, l'avantage, c'est que si vous avez un seul certificat et qui vient être compromis ou que vous devez le réémettre ou ce genre de choses, il faut mettre à jour tous les serveurs qui utiliseraient ce certificat SSL. Ça demande une gestion du certificat assez précise. Et également, c'est une option, le wildcard, qui n'est pas disponible avec le niveau le plus élevé d'authentification, la validation étendue. L'autre option des certificats SSL, c'est ce qu'on appelle les SAN. SAN, ça veut dire Subject Alternative Name. Ça vous permet de sécuriser plusieurs domaines, plusieurs sous-domaines dans un seul certificat SSL. C'est beaucoup utilisé sur les serveurs Microsoft, par exemple les Exchange ou les Link. Imaginons que vous aviez du ssl247.com et du ssl247.fr qui seraient sur le même serveur et qui utiliseraient la même adresse IP. Vous pouvez sécuriser ces deux noms de domaine avec un seul certificat. Donc l'avantage, c'est que ça vous permet d'avoir une utilisation plus globale des certificats SSL. Ça peut être moins cher, pareil que le wildcard, plutôt que d'acheter des certificats mono-URL sur vos projets. Et surtout, si vous avez, ça permet de sécuriser plusieurs domaines sur une seule IP, un seul serveur. Par contre, derrière, l'autorité, évidemment, elle va vérifier que chacun de vos domaines, des domaines à sécuriser, vous appartiennent bien. Donc, tout le process d'audit sera à faire sur chacun des domaines concernés. Voilà un petit peu en ce qui concerne les options des certificats SSL. Hop. Alors, comment recevoir un certificat SSL? Les différentes étapes. La première étape, c'est de créer une requête. Avant de recevoir un certificat SSL, évidemment, on va le demander. Cette demande, ça prend la forme d'une manip en fait, à faire sur vos serveurs. Vous allez créer une clé privée. À cette clé privée, vous allez associer une clé publique que vous allez envoyer à l'autorité de certification. Ça prend la forme d'un CSR, Certificate Signing Request. Et l'autorité, avec ce CSR, en fait, c'est des informations concernant le nom de domaine à sécuriser, la société qui est derrière, où se situe cette société. L'autorité va recevoir ça, va faire tout son audit, son process de validation, et va vous délivrer un certificat SSL qui correspond aux demandes, aux informations que vous allez envoyer. Le certificat garantit que la clé publique qui se trouve sur votre CSR appartient bien à votre domaine et que ce domaine, c'est bien votre organisation qui est derrière. Alors, du coup, cet audit, comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas fait sur le premier niveau de validation, les DIVI. Pour le coup, il n'y a qu'un email qui est envoyé, donc il ne garantit pas qu'il y ait une organisation derrière. Il certifie que la clé publique, elle correspond bien au domaine concerné. Et une fois que vous recevez ce certificat SSL, vous venez l'installer sur votre serveur. Alors un certificat SSL sans clé privée, ça n'a aucun intérêt en fait.
pour ça que c'est envoyé par mail, les certificats, c'est pas du tout un élément sensible, ça devient sensible uniquement lorsqu'il est couplé à la clé privée qui reste sur le serveur. La clé rouge, personne n'y a accès, il ne faut pas que vous l'envoyiez. Par contre, lorsque vous venez installer le certificat, voilà, il y a une liaison qui se fait entre le certificat, la clé privée, et vous pouvez commencer les échanges en SSL. Voilà un petit peu comment recevoir le certificat, le demander, le recevoir. Une fois que vous l'aurez installé, il y aura une autre étape à faire, c'est compléter la chaîne du certificat SSL, la chaîne SSL. Pour qu'un certificat SSL, alors je ne sais pas si vous voyez la slide suivante, moi je ne la vois pas en tout cas, voilà. La chaîne de certification qui comprend en fait plusieurs éléments. Le certificat racine qui appartient à l'autorité de certification qui va vous délivrer le certificat en fait pour que les navigateurs et les systèmes d'exploitation aient confiance en les certificats SSL que vous allez recevoir des autorités, tous ces navigateurs et systèmes d'exploitation sont mis sur une liste de certificats auxquels elles vont faire confiance. Et ces certificats, c'est les certificats racines. À ce certificat racine, vous allez venir compléter l'intermédiaire. Les certificats intermédiaires ça va être déjà de signer votre certificat SSL à vous et surtout de donner une compatibilité avec tous les outils navigateurs, tous les systèmes d'exploitation qui auraient accès à votre. Ça complète la chaîne de certificats, ça vient compléter le fait que votre certificat SSL soit bien lié à la racine, il fait un petit peu le lien entre la racine et votre certificat SSL. Et enfin, évidemment, votre certificat SSL émis par le CIE, signé par l'intermédiaire, puis lui-même émis par la racine. C'est un peu compliqué, il faut juste retenir que la chaîne de certificat SSL, ça prend en compte plusieurs éléments, des éléments qui appartiennent uniquement à l'autorité de certification, auxquels tout le monde fait confiance, et les éléments qui vous concernent, vous, le certificat SSL. En ce qui concerne les différents algorithmes qui sont utilisés par le SSL, on a différents éléments, les algorithmes de chiffrement et les algorithmes d'authentification. Donc on va commencer avec les chiffrements. Il y a deux types d'algorithmes de chiffrement. Les algorithmes de chiffrement asymétriques, c'est utilisé pour les échanges de clés entre les clés publiques et les clés privées. Sur ces chiffrements asymétriques, il y a trois algorithmes qui sont disponibles, je vais vous les expliquer ensuite. Et les chiffrements symétriques, lorsque la clé de session est échangée, c'est un algorithme qui est encore différent. Donc sur les algorithmes de chiffrement asymétrique, il y a trois principaux algorithmes. Celui qui est utilisé à 99% pour 99% des cas, c'est ce qu'on appelle le RSA. Les clés RSA qui doivent avoir une taille de 2048 bits depuis octobre 2013. Il existe aussi l'algorithme DSA, mais qui est utilisé uniquement pour du chiffrement gouvernemental, surtout par le gouvernement américain. Et enfin, un nouvel algorithme qui s'appelle ECC, pour Elliptic Curve Cryptography, qui a des clés beaucoup plus courtes et plus robustes que les algorithmes de RSA. Donc ça vous permet d'avoir des clés plus courtes, une meilleure sécurité et surtout des meilleures performances. Ça fait moins chauffer les CPU et les chargements de pages. Le nouveau algorithme ECC qui est disponible notamment chez des autorités comme Symantec qui était le premier à le mettre en place. Et enfin, le chiffrement symétrique, là, il n'y a pas grand-chose à dire, il y a un seul standard qui s'appelle AES, Advanced Encryption Standard. Voilà. Et tout ça, ça va, toutes ces combinaisons d'algorithmes, on parle de la Cipher Suite, qui est les algorithmes d'authentification, échange de clés, chiffrement. Et justement, par rapport aux algorithmes d'authentification, là, on parle uniquement d'un algorithme qui s'appelle le SHA. Alors, vous en entendez pas mal parler dernièrement suite aux annonces de Google et la dépréciation du SHA-1 par rapport au SHA-2. Voilà, aujourd'hui, on utilisait le SHA-1. C'est en train de bouger, de migrer vers le SHA-2. SHA-2 qui est un algorithme avec des empreintes, une taille d'empreinte qui est supérieure. Alors, le SHA-1 n'est pas en difficulté, il n'a pas encore été cassé ni autre, mais voilà, le SHA-2 est disponible et les autorités, les navigateurs tendent à le mettre en place de plus en plus.
Justement, par rapport à ça, Google a un petit peu communiqué avant tout le monde et a mis, alors pas la panique, mais bon, en tout cas a forcé tout le monde à se pencher sur la question, dans le sens où les prochaines versions de Chrome vont mettre des petites alertes sur des certificats SSL qui utiliseraient l'algorithme SHA-1, qui aurait une date d'expiration qui serait après juin 2016. Donc ça nous laisse voir un petit peu. Mais en tout cas, ce que vous pouvez savoir, c'est que si vous avez, vous, besoin de certificats SSL aujourd'hui et que vous pensez prendre des certificats pour plus de 2 ans, on vous conseille de passer directement à l'algorithme SHA-2. Voilà un petit peu, pour finir, des études de cas assez typiques pour savoir quel type de certificat SSL vous pouvez prendre en fonction des problématiques que vous allez rencontrer. Le premier besoin, qui est celui qu'on rencontre, je dirais, à 70% des cas, la sécurisation d'un serveur Exchange. Voilà, vous mettez en place le serveur, il vous faut maintenant le sécuriser. Vous avez plusieurs services à sécuriser, les mails, les autodiscover. Si vous changez de serveur, vous pouvez avoir le legacy. Et j'ai également ajouté des domaines, alors des domaines locaux. J'ai fait attention de mettre du contoso-local.com, car les autorités de certification vont arrêter de certifier des domaines locaux. Enfin, c'est déjà le cas, vous ne pouvez plus recevoir de certificats SSL pour des domaines du type .lan, .intra, ce que vous voulez. Il faut absolument aujourd'hui que les domaines soient publics. Donc voilà, si vous avez ce type de besoin, ce qu'il vous faut, c'est un certificat SAN, avec une validation d'organisation pour tous les collaborateurs de la société qui accèdent à leur mail, puissent vérifier que le site sur lequel ils sont appartient bien à leur société. Donc on parle de certificat type OVI avec SAN. Vous mettez plusieurs URL dans le même certificat SSL. C'est le but du SAN. Si par exemple vous devez sécuriser un serveur link avec 2 serveurs, l'Edge et le proxy, donc avec différents services que vous allez ouvrir, là vous pouvez vous permettre de combiner les 2 options dont on a parlé, l'option wildcard et l'option SAN. C'est-à-dire que vous allez avoir dans le certificat SSL des URL qui seront pleinement qualifiées, sip.contoso.com, et en SAN, vous allez mettre étoile.contoso.com. Et le étoile, il pourra servir à sécuriser le NIT, le link discover, le link web et le dial. Voilà, c'est beaucoup utilisé ce type de certificat sur Linux, parce que sur Linux, vous devez préciser que sip.contoso.com est l'URL principale du certificat SSL. Si vous mettiez dans l'URL principale juste étoile.contoso.com, ça ne fonctionnerait pas sur votre serveur. Et enfin, un dernier exemple, vous devez juste sécuriser un site de e-commerce. Là, c'est les certificats EV à barre verte qui vont colorer la barre des navigateurs en vert et afficher le propriétaire du domaine que vous pouvez choisir. C'est des certificats qui vont amener une confiance et une assurance à l'utilisateur supplémentaire. Symantec, évidemment, est le leader là-dessus. C'est l'autorité qu'on voit le plus et qui est la plus avancée sur les certificats SSL EV. Voilà, c'est celle qui est recommandée. Voilà, je vais redonner la main à Baptiste pour finir sur les aspects un peu plus techniques. Voilà. Merci beaucoup François. Donc, on va maintenant parler un petit peu du SSL et de la manière dont HAProxy va pouvoir vous accompagner en fait dans le déploiement de ce protocole. Alors déjà, quand on va vouloir utiliser HAProxy en frontal d'une application qui va utiliser du SSL, on va avoir 3 grands modes de déploiement. Donc le premier mode de déploiement qu'on appelle le SSL pass-through ou forward, en gros le trafic SSL va circuler directement du client au serveur en traversant HAProxy mais sans être déchiffré. On va avoir un mode qu'on va appeler SSL offloading. À ce moment-là, le client va se connecter sur HAProxy. HAProxy va déchiffrer le trafic et va l'envoyer en clair au serveur. Et après, on va avoir un mode qu'on appelle le cut-through ou ce qu'on appelle le SSL bridging. En gros, le client va se connecter en SSL sur HAProxy. HAProxy va déchiffrer, accéder au contenu de niveau 7 s'il y a besoin, et va se reconnecter en faisant du SSL sur le serveur. Donc on verra un petit peu quels sont les intérêts de chacun des déploiements. Alors tout d'abord, comment ça se configure dans HAProxy? Quand je veux faire du pass-through ou du forward, c'est simple. J'ai mon front-end, j'ai mon back-end. Le front-end, c'est là où les clients se connectent. Le back-end, c'est ce que HAProxy va utiliser pour se connecter au serveur.
eh ben, je me mets en mode TCP des deux côtés, puisque je n'ai pas besoin d'inspecter le contenu, puis je ne pourrai pas, puisque le trafic sera chiffré. Je dis juste que j'écoute sur le port 443 en entrée, et je me reconnecte sur le port 443 en sortie. Et HAProxy va gérer les connexions entre les clients et les serveurs, va load balancer, va faire tout ce qu'il sait faire en termes de load balancing classique, mais ne va jamais déchiffrer le contenu. Donc là, ça peut être utilisé dans certaines banques, dans certains endroits où on n'a pas besoin de déchiffrer, où on ne veut pas déchiffrer. Ça permet de passer le trafic à travers, sans aucun problème. Et en ayant garanti que personne ne va l'intercepter au milieu. Quand on est en mode SSL offloading, donc le client va se connecter en SSL sur le serveur. C'est pour ça qu'en fait, on peut passer notre front-end HAProxy en mode HTTP, puisqu'au final, comme le trafic sera déchiffré par HAProxy va pouvoir en fait analyser le contenu HTTP. Donc sur la ligne bind, on va retrouver notre mot-clé SSL pour dire que les clients qui vont se connecter sur ce port-là, HAProxy va faire le déchiffrement lui-même. Et on va évidemment préciser le certificat qui serait utilisé pour le déchiffrement. Et par contre, quand je vais me reconnecter côté serveur, pour le coup, je me connecte sur le port 80 du serveur, puisque je vais faire du trafic en clair. Et je ne vais pas mettre le mot-clé SSL pour dire que je veux du trafic en clair. Et on va être capable aussi de faire ce qu'on appelle le bridging. En gros, en bridging, qu'est-ce qui va se passer? Le client va se connecter sur HAProxy. Donc c'est pour ça qu'on va, de la même manière que le offloading, on va retrouver notre adresse IP, notre port, le mot-clé SSL pour dire qu'HAProxy va déchiffrer, et le certificat à utiliser pour déchiffrer. La petite différence va se situer au niveau du back-end. On indique à HAProxy de se reconnecter sur le port 443 du serveur et de faire du SSL sur le serveur aussi. En gros, la différence entre le offloading et le bridging, des fois on va avoir des applications qui ne vont pas forcément être compatibles avec du offloading, c'est-à-dire qu'elles voient des utilisateurs se connecter sur le port 80 et elles ne savent pas forcément s'adapter. Donc on verra un petit peu tout ça dans les slides qui vont venir juste après. On parle souvent de TLS et on n'a pas trop mentionné depuis le début les adresses IPv4. En fait, il y avait pendant longtemps le protocole TLS et SSL notamment. On avait des best practices qui disaient que quand on déploie un service SSL, on réserve une adresse IP, un port, on met le certificat et puis voilà. Pourquoi on est obligé de faire ça? C'est qu'en fait, si vous vous souvenez un petit peu dans la partie on-check SSL, le client vient se connecter et nous, on est obligé de lui présenter un certificat. Mais comme on n'a aucune information du service qu'il essaye de joindre, malheureusement, on est obligé d'avoir un seul certificat à présenter. Et le seul moyen d'avoir un seul certificat à présenter, c'est de s'assurer d'avoir un seul nom de domaine qui pointe sur une seule adresse IP. Le protocole TLS a été étendu dernièrement avec ce qu'on appelle une extension qui s'appelle Server Name Indication. Ça va marcher un petit peu comme le Virtual Host au niveau du SSL. En fait, dans la phase de clientello, le client va se connecter au serveur, comme d'habitude, et il va envoyer en plus une chaîne de caractères qui est affichée ici, qui va s'appeler Server Name Indication. Et en fait, le Server Name Indication, on va retrouver en gros le nom du service que le client essayait de joindre, typiquement mail.domaine.com ou www.domaine.com. Et en fonction de ça, le load balancer va être capable, en fait, HAProxy dans ce cas-là, va être capable de choisir le bon certificat. Il y a différentes manières. Soit HAProxy va être utilisé en tant que point de terminaison SSL, c'est-à-dire que c'est lui qui va terminer le trafic. À ce moment-là, on va demander à HAProxy de faire du SSL sur le port 443. Et on ne va pas lui dire de charger un certificat particulier, mais on va lui passer en argument un répertoire. Si vous avez 1000 certificats dans le répertoire, HAProxy va charger les 1000 certificats. Et en fonction du SNI qui sera envoyé par les clients, il va présenter le bon certificat. Alors il faut savoir que cette méthode-là a été testée en production par des utilisateurs jusqu'à 50 000 certificats, il n'y a aucun problème. L'important c'est que les clients soient compatibles et sachent envoyer le fameux SNI. Si jamais vous remarquez que certains clients ont des problèmes pour se connecter toujours au même nom de domaine, il est possible de dire à HAProxy de choisir un certificat en particulier comme certificat par défaut. C'est-à-dire que si le client n'envoie pas le SNI, HAProxy délivrera ce certificat. Donc c'est la configuration que j'ai mis juste en dessous. On peut avoir plusieurs lignes, directives CRT. Je mets un CRT avec mon certificat par défaut, c'est le premier de la liste, donc c'est lui qui sera utilisé en premier. Et ensuite, si jamais le client avait envoyé un SNI, automatiquement HAProxy va délivrer le bon certificat. Il est possible aussi d'utiliser HAProxy pour faire un audit, c'est-à-dire qu'on peut très bien mettre HAProxy en amont de certains services avec une IP par certificat par exemple.
de loguer au niveau des logs d'HAProxy le SNI qui aurait été envoyé par les clients, et on va tout de suite voir si 100% des utilisateurs d'un service ont envoyé le SNI ou pas. S'ils l'ont envoyé, très bien, on va pouvoir sauver une adresse IP et mixer plusieurs certificats en fait sur la même adresse IP. Donc ça, c'est quand HAProxy termine la connexion SSL. Quand HAProxy fait du pass-through, c'est-à-dire qu'il veut router le trafic vers une ferme de serveurs, il est possible aussi d'utiliser ces informations-là. Donc là, c'est pas HAProxy qui va présenter le certificat. Par contre, HAProxy est capable de lire dans le trafic SSL et est capable de voir quel est le SNI qui aurait été envoyé par le client. Et c'est la configuration que j'ai mis en fait tout en bas. Typiquement, vous avez une seule adresse IP, un seul point d'entrée. HAProxy ne déchiffre pas les flux. Il reçoit un flux avec un SNI qui contient owa.domaine.com ou mail.domaine.com. Il va décider d'utiliser la ferme d'Exchange ou de webmail, peu importe. Et s'il reçoit un SNI qui contient sharepoint.domaine.com, il va utiliser une autre ferme. Et on pourrait en mettre comme ça autant qu'on en a besoin. Donc, ça c'était le premier point pour la partie sauvegarde des IPv4. On va avoir un autre point important. En fait, souvent on parle d'impact de l'activation du SSL et du TLS sur les ressources serveurs. Alors, il faut savoir qu'il y a un impact non négligeable évidemment sur la CPU, puisqu'entre envoyer un trafic en clair et effectuer un traitement sur le même trafic qu'on aurait dû envoyer, il y a forcément des cycles CPU qui vont partir dans ce traitement. On a vu tout à l'heure que le calcul des clés pouvait avoir un impact non négligeable. Typiquement, vous voyez, j'ai mis quelques chiffres d'exemple en bas. Nous, dans nos appliances, c'est les chiffres qu'on arrive à atteindre avec les grosses appliances. Sur des calculs de clés avec des clés à 2048 bits, on monte à 650 normalement calculs par seconde. Par contre, quand on fait une reprise de session TLS, donc le fameux resume, on monte tout de suite à 12 000. Il y a un rapport de 1 à 20 entre les deux. C'est pour ça qu'il est important d'être capable de faire ce resume. Aujourd'hui, avec les CPU modernes, comme j'explique là sur les slides, on a dans ces CPU des instructions très bas niveau qui s'appellent AES. Et ces instructions, en fait, permettent à HAProxy de les utiliser et de faire de l'accélération hardware au niveau du chiffrement symétrique. Par contre, la partie asymétrique, malheureusement, on ne pourra pas. Et sur cette partie symétrique, ça nous permet d'atteindre des bandes passantes avec un seul cœur. On peut monter jusqu'à 4 gigas de bandes passantes de trafic chiffré. Et donc aussi le choix de la Cypher Suite. Alors j'ai mis un petit lien ici que vous pourrez consulter. Toutes les Cypher Suite, en fait, vont avoir des impacts en fonction de ce que vous allez choisir. Au niveau d'HAProxy, comment ça se passe? On peut choisir différents paramètres au niveau de la section globale. En fait, la section globale, c'est une section qui va configurer votre process HAProxy complet. On peut choisir la liste des ciphers qu'on va annoncer. Typiquement, on sait que, je sais pas, il y a une attaque sur le cipher RC4, on ne veut plus l'annoncer, ben on va mettre la chaîne de caractères qui va bien pour bloquer ce protocole-là. Donc, pour avoir des exemples de chaînes de cipher, de suites de cipher, il y en a plein sur Internet. Il y en a notamment dans le lien que j'ai copié juste avant. Donc, par contre, faites très attention quand vous appliquez ce genre de cipher suite. On va retrouver aussi des paramètres Diffie-Hellman, c'est-à-dire qu'on est capable de choisir des tailles de clés Diffie-Hellman qui vont permettre en fait de chiffrer plus ou moins fortement. Donc ça va avoir des impacts aussi sur les ressources CPU. Et on peut choisir aussi tous les protocoles qu'on va activer et désactiver. Typiquement, on verra tout à l'heure, mais il y a eu des attaques qui ont été annoncées récemment sur le protocole SSL-V3 et tout le monde on a demandé à tout le monde de désactiver le SSL-V3. Vous avez juste à mettre cette ligne de configuration dans votre HAProxy et automatiquement HAProxy ne fera plus de SSL-V3 du tout. Ce qu'on est capable de loguer aussi, donc c'est typiquement HAProxy, quand vous allez le mettre en frontal de vos applications, vous pouvez loguer les versions de SSL et les versions de Cypher utilisées. Donc c'est la directive log format, vous mettez votre log format complet, là j'ai juste extrait de ce qui permettait de sauvegarder en fait la version de Cypher et la version du protocole. Et dans la ligne de log, vous allez retrouver quelque chose comme ça. TLSV1, typiquement le client s'est connecté en TLSV 1.0. Et le cipher utilisé, c'était de l'elliptic curve avec une clé RSA et puis du chiffrement AES symétrique. Donc voilà. Un point important, c'est aussi le cache d'HAProxy. C'est-à-dire que pour sauvegarder de la ressource au niveau de votre CPU, HAProxy peut garder plus ou moins de clés en mémoire. C'est-à-dire que s'il n'a plus la clé en mémoire et que le client vient avec un session ID, HAProxy va être obligé de recalculer une nouvelle clé. Donc ça fait perdre beaucoup de ressources. Donc à ce moment-là, on peut augmenter la taille du cache mémoire d'HAProxy. Par défaut, c'est 20 000. Vous rajoutez un tune.ssl.cache size, vous mettez 50 000 et HAProxy va garder 50 000 clés en mémoire.
La mémoire utilisée n'est pas très importante, c'est quelques centaines d'octets par clé en fait. Et pareil, par défaut, une clé est valable au niveau d'HAProxy pendant 5 minutes, sachant que le client va pouvoir aussi expirer sa clé de son côté. Le but, c'est quand même de recalculer des clés de temps en temps pour s'assurer que personne au milieu ait pu essayer de déchiffrer entre deux. Donc il est possible d'augmenter cette durée de vie de manière à avoir moins de clés à régénérer au fur et à mesure du temps. L'impact sur la mémoire, alors il faut savoir qu'une connexion dans HAProxy, donc quand je parle d'une connexion traversante, c'est-à-dire HAProxy qui se connecte avec le client et HAProxy qui se connecte avec le serveur, ça fait 2 connexions TCP pour HAProxy. Au total, ça va prendre à peu près 50 kg de mémoire. Quand vous rajoutez du SSL côté client, vous allez automatiquement rajouter 64 kg sur cette connexion-là. Donc ça va prendre beaucoup de ressources. Typiquement, dans HAProxy, si je veux faire passer 1000 connexions en mode pass-through, ça va me prendre que 50 mégaoctets de mémoire. Si je veux passer 1000 connexions en mode SSL offloading, c'est-à-dire 1000 connexions vers HAProxy, plus 1000 connexions avec déchargement SSL côté client, tout de suite je vais passer à 114 mégas de RAM pour le même nombre de connexions. Et quand je vais vouloir faire de la connexion en fait en mode bridging, c'est-à-dire je déchiffre côté client, je rechiffre côté serveur, et bien pour le coup, je vais déjà passer à 178 mégaoctets. Donc attention, quand vous allez vouloir choisir un mode de déploiement, il faut bien choisir la taille de la RAM associée dans votre serveur HAProxy. Et ça se calcule très facilement, c'est qu'une petite multiplication. Pour s'assurer de jamais dépasser un certain nombre de connexions et donc de jamais dépasser la taille de la RAM allouée, on va pouvoir jouer avec certains paramètres d'HAProxy, notamment le max SSL-con, qui permet de limiter le nombre de connexions SSL sur le process HAProxy, et donc d'éviter des segfaults et des choses comme ça. Donc on parle souvent de l'impact côté serveur, puisqu'évidemment le serveur il est tout seul, il va avoir des milliers de clients en face de lui. Par contre, on parle beaucoup moins de l'impact sur les clients. En fait, il faut savoir que l'activation ou le fait d'avoir un chiffre 100% chiffré et non visible en clair peut avoir des impacts négatifs. Dans certaines grandes entreprises, typiquement les forward proxy vont bloquer le trafic SSL parce qu'on ne peut pas inspecter le trafic SSL, et comme on ne peut pas, on va le bloquer, comme ça on saura forcément ce que les gens vont faire. Donc ça veut dire que si votre application ou si votre site web ne fait que du SSL, potentiellement vous allez vous couper d'une partie de votre audience. Il faut savoir aussi que certains forward proxy sont capables de faire de l'inspection SSL. C'est-à-dire que, bon, je n'ai pas voulu citer de marque ni de produit, mais vous allez suivre le lien ici, puis vous allez trouver une liste de produits qui sont capables de déchiffrer, de rechiffrer à la volée, sans forcément que les utilisateurs s'en rendent compte. Donc là, il faut faire attention à ça aussi. Ensuite, là où il faut se méfier, c'est sur l'impact sur les appareils de faible capacité. Donc tout ce qui est smartphone typiquement, et ou tablette. Typiquement, c'est des ressources qui sont des CPU qui sont très faibles. Et comme ils sont très faibles, pour eux, un calcul de clé asymétrique, ça va être très coûteux. Et comme c'est très coûteux, ça va rajouter de la latence, ça va augmenter la consommation de la batterie. Bref, ça a quelques inconvénients. Donc encore une fois, comme je le répète, le choix des ciphers est très important, sachant que souvent ces devices n'ont pas forcément des stacks SSL qui sont très à jour. Et on verra tout à l'heure un petit peu les impacts. Bon, on le voit tout de suite. En fait, l'impact de désactiver ou pas le TLS 1.0. Typiquement, quand il y a eu l'attaque sur le SSL V3 qui est sorti, il y a quelques blogs qui disaient « Oh là là, faut désactiver le SSL V3 ». Et après tout, comme le TLS V1, c'est exactement la même chose, à quelques modifications près du TLS V3, il faut aussi le désactiver. Alors, je me suis servi du site qui s'appelle SSL Labs, on vous donnera les liens quand on vous enverra les slides. Le site SSL Labs, il vous dit en fonction de votre Cypher Suite, de la configuration de votre serveur, quels sont les équipements qui vont pouvoir ou pas se connecter à votre application. Typiquement, dès que j'ai désactivé le TLS 1.0, je me suis coupé d'une grande partie des utilisateurs Android, par exemple. Dès que je l'ai réactivé, je peux voir que la plupart de mes utilisateurs Android peuvent se reconnecter. Donc c'est très important, ce n'est pas des choses à faire à la légère et en copiant-collant des bouts de conf qu'on trouve sur des blogs. L'impact sur les applications web. Alors faut faire très attention, de toute façon avant de passer une application web derrière du chiffrement, il va falloir la tester. L'application, comme je dis, elle doit être agile, c'est-à-dire qu'elle doit être capable de s'adapter, d'adapter les liens au trafic qui vient.
En gros, ce que vous allez devoir chiffrer, tout n'est pas à chiffrer sur une application, mais normalement, en gros, toute page qui contient des informations sensibles et ou personnelles doit être chiffrée. Le but, c'est de garantir, encore une fois, l'intégrité des données et la confidentialité. Les cookies, eux, ne doivent jamais être envoyés en fait sur des connexions en clair. Pourquoi? Parce que si un cookie est envoyé sur une connexion en clair, moi je fais un TCP dump à côté de la personne, je récupère le cookie, je me connecte à sa session sans aucun problème. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Il est possible de mélanger deux noms de domaine, c'est-à-dire un nom de domaine pour le trafic statique qui n'a pas besoin d'intelligence et un nom de domaine pour le trafic dynamique qui sera géré par l'application et celui-là on le mettra sur SSL. Le problème c'est que dès qu'on fait ce genre de choses, on va avoir des erreurs de type mixed content avec un petit warning sur la barre du navigateur. Donc au niveau d'achat proxy, il est possible en fait de faire des choses. Si votre application ne sait pas ce que c'est le SSL et qu'elle ne sait pas protéger son cookie, on va pouvoir faire de la réécriture du cookie dans achat proxy. Le petit exemple de conf que j'ai mis là, c'est ça permet juste de rajouter le fameux flag secure qui va dire au navigateur, attention, ce cookie est un cookie applicatif, il ne faut surtout pas l'envoyer sur une connexion en clair. Donc en gros, achat proxy va mettre à jour le trafic réseau entre le serveur et le client, puisque c'est dans ce sens-là que ça va se passer, pour instruire le client en lui disant ce cookie est important, il ne faut pas l'envoyer n'importe où, n'importe comment, sur n'importe quelle connexion. Et on va aussi pouvoir forcer un logout avec achat proxy. Typiquement, on connaît la page de logout qui s'appelle logout.jsp par exemple. Si la connexion n'était pas chiffrée, achat proxy peut forcément si la connexion n'était pas chiffrée et que le client a envoyé son cookie sur cette connexion-là, non chiffrée, à ce moment-là, achat proxy peut forcer un logout sur la personne. Donc voilà, on va pouvoir utiliser achat proxy pour sécuriser un petit peu plus notre application qui n'était pas forcément SSL aware, on va dire. L'impact du SSL offloading, donc je rappelle bien le petit schéma du SSL offloading, c'est-à-dire que le SSL est fait jusqu'à achat proxy se reconnecte en clair sur le serveur. Bah, le serveur, malheureusement, la plupart du temps, il n'est pas au courant qu'il y a du SSL offloading qui se passe en amont. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il répond comme si l'utilisateur se connectait en clair. Et oui, parce qu'en fait, achat proxy se comporte comme un serveur vis-à-vis du client, mais se comporte comme un client vis-à-vis du serveur. Donc, on va retrouver la petite configuration qu'on avait tout à l'heure avec le SSL, le fameux certificat, et notre connexion en clair sur le serveur. Comment achat proxy va pouvoir nous aider? Alors, tout d'abord, quand vous devez faire ce genre de choses, vous allez devoir en priorité capturer les réponses du serveur, donc notamment le header location et le header setCookie. Et ça va nous permettre de voir si ces headers contiennent des protocoles style HTTP dans les URL qu'on va pouvoir réécrire à la volée. Si jamais l'application est compatible, des fois certaines applications vous disent il faut nous envoyer un header qui s'appelle xforwarded proto avec la valeur HTTPS si le client se connecte en HTTPS et avec la valeur HTTP si le client se connecte en HTTP. Donc cette configuration sur le deuxième pavé ici permet de faire ça. Et enfin la configuration tout en bas, c'est un exemple de configuration qui permet de réécrire le header location et qui permet de rediriger l'utilisateur sur le HTTPS. Ça permet de réécrire le port ou pas en fonction de ce qu'on a besoin. Et évidemment, je le reprécise tout en bas, il ne faut pas oublier la conf sur le Secure Flag, je ne l'ai pas recopié-collé, mais elle est 2-3 slides plus haut. On a appris aussi récemment que Google, comme Google veut forcer un petit peu le SSL partout, va prendre en compte, ou a déjà pris en compte, je ne sais pas trop où ils en sont, le fait qu'un chiffre soit chiffré ou pas dans son algorithme de ranking. C'est-à-dire que si un site est chiffré, il aura un poids plus important qu'un site non chiffré pour le même type de contenu en fait. Donc si le business d'une entreprise est directement lié avec le ranking dans Google, c'est-à-dire plus vous êtes haut et plus vous avez de revenus, à ce moment-là, c'est assez important et assez urgent pour vous de passer au SSL. Si votre business n'en dépend pas, la migration peut être intéressante pour bien valider au niveau des utilisateurs qui vous êtes et tout ça. Par contre, il y a moins d'urgence, j'ai envie de dire, à migrer vers ce genre de protocole. Et enfin, puisque ça a défrayé la chronique il y a quelques temps, toute la partie faiblesse et sécurité du protocole SSL, on l'a vu tout à l'heure, hein, pour rappel quand même, SSL v3, 1994, donc il a quand même une vingtaine d'années. Au bout de 20 ans, on a réussi à trouver des failles quand même. Donc voilà, donc il y a aussi bien des failles dans les différentes versions de protocole et des failles qui peuvent être exploitées. Aujourd'hui, on a du matériel qui est beaucoup plus puissant que ce qu'il y avait au début
des protocoles, mais il y a aussi des failles dans les implémentations. Typiquement, la librairie OpenSSL a de nombreuses failles qui ont été corrigées depuis, mais on va en ressortir certainement au fur et à mesure. Donc quand vous déployez un HAProxy, vérifiez bien que vous ayez toujours la dernière version d'HAProxy et la dernière version de la librairie OpenSSL. Certaines distributions Linux ont des versions de librairie OpenSSL qui ont l'air un peu vieilles, genre des 0.9.8 ou des choses comme ça. Il ne faut pas s'en inquiéter, en général, ils backportent les patchs. Donc soyez bien à jour avec les versions de vos systèmes d'exploitation. Et pour finir, une petite conclusion. Donc le passage au SSL, ça peut se faire de manière assez simple si l'application est prévue pour. Typiquement, dans Exchange, des choses comme ça, il y a juste des flags activés en disant tiens, j'ai fait du SSL offloading et puis voilà. Dans de rares cas, ça va être un peu plus compliqué. Et dans de très rares cas, il faudra peut-être revoir complètement l'application. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire un audit de ce qui est fait actuellement sur l'application, de comment l'application se comporterait avec du SSL en amont. Et un point encore à garder bien à l'esprit, le SSL, c'est pas que côté serveur. Le SSL, comme je l'ai dit en tout début d'introduction, c'est une connexion entre deux entités. Et si une des deux entités a des faiblesses, potentiellement, on est obligé de s'adapter à ça. C'est-à-dire que, je l'ai montré tout à l'heure, dès que je désactive le TLS-V1, j'ai les 3/4 des gens qui peuvent plus se connecter à mes applications. Donc c'est bien ça à garder à l'esprit. L'avantage de HAProxy, c'est qu'on l'a vu par ses logs, on l'a vu par sa configuration assez simple au niveau du SSL au final, va vous permettre de faire du reporting pour faire facilement un audit de ce qui peut se passer sur votre stack SSL devant vos applications. Et ensuite, les performances, ce sera vos meilleurs alliés pour l'intégration du SSL. François? En ce qui concerne le choix du certificat SSL, on a vu un certificat, ça ne fait pas que de chiffrer des données. Évidemment, ça permet d'authentifier le propriétaire du site sur lequel on est. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Et derrière, en effet, il y a un bon équilibre à trouver entre les 3 différents niveaux de validation, les niveaux de chiffrement des données et aussi les options que vous allez pouvoir ajouter à chacun de ces certificats SSL. L'idée, c'est qu'il y a une gamme de certificats SSL qui est très large, très complète, et que il faut trouver celui qui conviendra le mieux à votre projet, à votre infrastructure. Donc évidemment, c'est là-dessus qu'on va pouvoir nous vous aider, vous accompagner. Ok. Donc on avait une question, je vais répondre rapidement, sur la partie TLS. Est-ce que la reprise TLS existe depuis TLS 1 et comment ça se configure dans un serveur web style 2IS ou Apache? Alors je sais pas, François, est-ce que tu sais dire depuis quand le resume il est accepté? Non, je n'ai pas l'info. Non, bon. Je sais pas trop non plus pour être complètement transparent. Je sais du TLS 1, ça c'est sûr. Avant, je sais pas. Et après, comment ça se configure? Alors, je pense que dans un 2IS, c'est fait automatiquement. C'est-à-dire que si le client est capable d'envoyer du resume, le serveur le fera aussi. Et dans un Apache, je ne saurais pas vous dire. Je suis pas du tout expert sur cette partie Apache. Mais normalement, ça se configure et ça se fait. Hein. Tous les serveurs style Nginx, Apache, HAProxy, Squid, qui sont capables de faire du SSL, font forcément du resume à un moment ou à un autre. Et je pense que c'est aussi lié beaucoup à la librairie OpenSSL qui serait utilisée en dessous. Ce genre de fonctionnalité. Tout comme le SNI. Le SNI, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais toutes ces extensions SSL sont liées aux produits, évidemment, qu'ils utilisent, mais sont liées aussi à la stack OpenSSL ou GNU TLS qui sera utilisée en dessous, en fait. Voilà, mais il ne nous reste plus qu'à remercier tout le monde pour la participation. Il y a une autre question sur laquelle je voudrais répondre concernant les différences entre les niveaux de validation des certificats SSL dans les navigateurs. Donc, en effet, la question c'est la validation EV, donc est visible en vert dans les URL. Est-ce qu'il y a une différence de visibilité entre les DV et les OV, les 2 premiers niveaux, ou faut-il rentrer dans les détails du certificat? Alors, en effet, dans les navigateurs Internet, vous ne pouvez pas, à moins de cliquer déjà 2-3 fois, alors ça dépend en fonction des navigateurs, mais dans les détails du certificat SSL, vous ne pouvez pas voir la différence entre un DV et un OV. Et c'est tout le risque en fait des DV, c'est qu'ils sont évidemment utilisés sur des sites de phishing. N'importe qui peut avoir un certificat SSL DV, il vous suffit juste d'avoir un nom de domaine.
Et donc c'est comme ça que c'est utilisé les sites de phishing. Vous pouvez très bien avoir HTTPS, le petit cadenas dans le navigateur, et par contre avoir aucune information sur qui se trouve derrière. Donc c'est pour ça que alors, la validation EV, c'est par défaut à privilégier lorsque vous avez des personnes que vous ne connaissez pas, qui sont externes à la société et qui doivent accéder ou vous donner des informations. Et en fait, la différence entre le DIVI et l'OVI, c'est que c'est un peu la responsabilité des DSI, des RSSI, des guides de bonne pratique, en fait, de vous différencier des potentiels hackers ou phishers en prenant un OVI et de pouvoir prouver que le site sur lequel on est bien le vôtre. Donc c'est assez difficile, en plus particulièrement d'un point de vue technique, parce qu'on a vu que tous les certificats, quoi qu'il arrive, mènent un chiffrement SSL, et c'est pour ça que c'est important de prendre en compte que le certificat SSL, c'est pas que du chiffrement, c'est aussi de l'authentification. Et que pour les DIVI, il n'y a pas d'authentification, donc c'est plus à garder pour un usage, comme je disais, de test, de développement intranet, ou un projet sur lequel il n'y a pas de risque. Là, vous pouvez prendre du DIVI, et dès que vous avez des projets un peu plus pro, prenez des OVI ou des DIVI lorsque vous allez vous adresser au grand public. Voilà pour la question. Très bien. On avait juste une dernière petite question sur la compatibilité des versions de navigateur avec le SNI. Alors je vais essayer de répondre rapidement. En gros, tout ce qui est sous Windows XP ne fera pas de SNI. Et après, ça dépend vraiment, toutes les autres versions le feront. Après, ça dépend vraiment des applications dans certains Android. Typiquement, mon téléphone portable, quand j'utilise Chrome, il envoie bien le SNI. Quand j'utilise Firefox, il envoie bien le SNI. Et quand j'utilise le navigateur par défaut qui est compris dedans, il ne l'envoie pas. Donc il n'y a pas trop d'école. Faut vraiment utiliser HAProxy pour faire un audit là-dessus. Et HAProxy permettra de loguer le user agent et le SNI qui aura été envoyé. Et grâce à ça, vous saurez rapidement qui a fait quoi. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci François. Il y a d'autres questions juste avant ça peut-être? Parce que non, ça paraît clair pour tout le monde. Bon. N'hésitez pas surtout. Merci à tout le monde du coup. Merci Baptiste. Merci, au revoir. Au revoir.